Le groupe CEO arrête la conversation et se tourne vers moi et me demande « Laurence, tu as construit ce business case. Quel est ton avis? Et si tu étais à ma place, quelle décision prendrais-tu » Ça m'a aussi appris, même avec mes enfants, de se dire « mais je suis pas une super maman, parfois je dois poser mes valises et là je suis juste fatiguée en fait ». Et j'aime bien le quote de Maya Angelou qui dit « People will forget what you say, but they will never forget how you make them feel ». Moi, j'ai jamais à la base cherché à faire carrière. Et tiens, maman, pourquoi mes copines, elles passent les mercredis après-midi avec leur maman et moi, je te vois pas. Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle de leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Laurence Dallénogar, qui est groupe CHRO d'Aliaxis. Aliaxis, c'est un groupe belge spécialisé dans les solutions de transport de fluides, eau usée, gaz, au travers de pipes et fittings. Discret en Belgique avec seulement 150 personnes au siège, ce très grand groupe est présent dans plus de 50 pays sur tous les continents. Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique, Australie, Inde. Leurs travaux sont partout, mais rarement visibles. Aliaxis emploie 16 000 collaborateurs et près de 4 000 contingents et réalise un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros. Laurence Dallénogar, c'est plus de 25 ans d'expérience RH, toujours en partnership étroit avec le business. Un parcours forgé dans des environnements exigeants, Next Pharma, BASF et GSK, avant de rejoindre Aliaxis il y a 3 ans. Ce qui la distingue, une conviction profonde que les RH doivent être proches du terrain, proches des gens, et que chaque collaborateur porte en lui une force singulière qu'il s'agit d'identifier et de faire rayonner. Elle appelle cela la Collective Brilliance. Dans cet épisode, nous parlerons de la Collective Brilliance et de l'importance de miser sur les forces plutôt que de se focaliser uniquement sur le développement, de la confiance et de la vulnérabilité comme fondement du leadership authentique, de culture d'entreprise et de ce que fait vraiment un collaborateur quand on ne le regarde pas, du servant leadership et de la pyramide inversée et enfin du juste équilibre entre bienveillance et performance dans un contexte géopolitique incertain. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous. Donc, Laurence Dallénogar, je suis groupe CHRO d'Aliaxis et j'ai rejoint l'entreprise il y a 3 ans. D'abord dans le rôle de Head HR pour IMIA et puis depuis 18 mois dans ce rôle de groupe CHRO. J'ai un peu plus de 25 ans d'expérience ressources humaines, toujours dans des rôles de ressources humaines en partnership avec le business, donc dans des rôles d'HR business leader et autres. Différentes sociétés, essentiellement dans le pharma et le chimique, donc j'ai travaillé pour GSK, j'ai travaillé pour BASF, aussi Next Pharma, qui était une autre entreprise pharmaceutique anglaise. Et j'ai commencé ma carrière comme consultante et responsable d'agence dans l'intérim. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment qui a été un moment déterminant dans ta carrière? Alors, il y a plusieurs moments qui sont déterminants dans la carrière. Quand on m'a un peu posé des questions, interviewé quand j'ai pris ce rôle de CHRO, et la question qu'on m'avait posée, c'était tiens, Laurence, qu'est-ce qui a fait que tu es dans ce rôle actuellement? Et en fait, comme je l'ai expliqué avec beaucoup d'humilité, moi, j'ai jamais à la base cherché à faire carrière. Et donc, ce qui a fait sourire certains de mes collègues. Et le point de départ, en fait, pour moi, ce sont les valeurs qui m'ont été enseignées par ma famille. Ok. Ça, c'est vraiment le point de départ, très ancré chez moi, très ancré chez nous. Et c'est pour moi le main driver. C'est au niveau de tes choix professionnels et privés, sois toujours aligné avec tes valeurs. Et donc, pour la petite histoire d'où me viennent ces valeurs, en fait, mes grands-parents, d'un côté, ce sont des Italiens qui ont fui l'Italie sous la dictature de Mussolini. Okay. Et mes autres grands-parents étaient fermiers. Et ce sont des personnes qui ont travaillé énormément dur, qui faisaient des 7 jours sur 7, qui ne se plaignaient jamais, toujours positifs, qui voyaient en fait opportunité dans toutes les difficultés. Beaucoup de respect, beaucoup de soutien. Et voilà, ça, c'est vraiment les valeurs qui m'ont été enseignées. Donc ça, pour moi, c'est le point de départ, soit en lien avec tes valeurs
et vit avec passion chaque jour, en fait. Donc, c'est un peu le point de départ. Après, est-ce qu'il y a d'autres expériences de vie, effectivement, qui ont été un trigger? Oui, il y en a aussi bien professionnelles que privées. Professionnellement, ce sont des personnes que j'ai rencontrées, des belles personnes que j'ai rencontrées. Ce sont des expériences aussi parfois très challengeantes. Une des expériences les plus difficiles auxquelles j'ai été confrontée, c'est quand j'étais jeune HR et HR director. Je devais avoir fin de la vingtaine. Je travaillais pour cette société pharmaceutique anglaise. C'était un groupe d'environ 2000 personnes qui était en pleine transformation. Société d'abord qui était profitable, moins profitable, qui est passée par des restructurations, jusqu'au moment où on a dû mettre ce site en faillite, par exemple. Et donc voilà, c'est toute la gestion d'une faillite avec tout l'aspect humain qu'il y a derrière. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un des triggers aussi au niveau de ma carrière. Qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et comment ne plus faire. Donc voilà, ça a été un des triggers. Qu'est-ce que ça t'a appris concrètement? En fait, ça m'a appris d'abord à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, le contact avec les personnes. Quand tu es jeune manager, tu penses sky is the limit, donc tu vas tout révolutionner, tout changer. Et simplement en appuyant sur un bouton. Et en fait, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de self-awareness. Voilà, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Parce que finalement, on touche aux gens, on touche aux collaborateurs qui ont des familles, qui ont des enfants à nourrir. Et en fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est que nous, notre métier de ressources humaines, oui, on est là pour soutenir le business, bien évidemment, mais on travaille avant tout avec des collaborateurs. Et donc, on est là en partnership de nos leaders, de nos business, mais surtout et avant tout de nos collaborateurs. Ok. Donc, tu te veux être une RH proche des gens? Oui, moi, c'est effectivement proche des gens, proche du business. Donc, quand j'ai pris mon rôle de CHRO, j'ai eu la chance de commencer en même temps que notre nouveau CEO, Ok. qui était l'ancien chairman du board, en fait. Donc, une personne très, très inspirante. Voilà, je continue d'apprendre de cette personne. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est de voyager, de rencontrer les gens, de rencontrer les leaders. Donc, on a visité toutes les régions ensemble. Donc, ce qui a permis de construire la confiance CEO-CHRO, mais aussi des focus group, rencontrer les équipes, mais les équipes on the shop floor, donc sur les lignes de production, comprendre leur réalité, comprendre les équipes sales, comprendre les leaders, de quoi ils ont besoin. Et puis, c'est seulement sur base de ça qu'on est à même de pouvoir définir finalement cette stratégie qui va supporter le business, la stratégie du business, mais en tenant compte aussi de la réalité et des besoins de nos collaborateurs, en fait. Donc oui, le contact pour moi avec les collaborateurs à tout niveau est clé. Donc, c'est ce que j'encourage mes équipes et HR, ne pas rester dans les bureaux, ne pas rester dans une tour d'ivoire, mais aller au contact des gens, des leaders, du business. Soyez curieux, posez des questions, et c'est ça vraiment qui permettra d'être le plus proche finalement. Aller se confronter à la réalité du terrain, écouter les Ouais, gens. Oui, oui. ouais, Alors, c'est intéressant, tu disais que tu as voyagé aussi avec Thierry. Tu as déjà fait la ouais, réflexion que voyager ensemble avec des collègues, c'est quand même des moments privilégiés pour construire de l'alliance. Parce qu'on n'est ouais, pas dans ce chrono qu'on a tout le temps quand on est des réunions, des trucs, il faut délivrer. Quand on voyage, on est finalement dans un temps qui est plus long et qui est moins normé, et qui est très relax. On a le temps ouais. parfois d'avoir des conversations qu'on n'a pas le temps d'avoir au quotidien, non? Oui, tout à fait. Et ça aussi bien sur le plan professionnel, donc ça permet de bien comprendre finalement un peu comment on fonctionne, quel style de communication, quels sont les attendus, mais aussi sur le plan humain et même aller plus loin sur le plan plus privé aussi. Et on voit depuis le Covid, hein, ces échanges finalement, même les équipes sales,
On voit qu'il y a eu un switch entre les échanges vraiment en face-to-face et puis des échanges plus virtuels finalement. Et donc, il y a toute une particularité, une spécificité qui est liée finalement à ces échanges humains qui ont un peu disparu. Et donc, rien de tel que de passer des moments à côté du professionnel, des moments Teams, pour mieux apprendre à connaître finalement les personnes, les individus, nos collègues, les équipes, nos leaders. Donc, et on sait finalement la base de tout fondement, c'est la confiance. Hein. Oui, Donc, oui, oui, le ciment, et donc, pour comme le nom construire cette l'indique. confiance, effectivement, c'est passer du temps avec les collaborateurs Oui, oui. et les leaders notamment. Sur les voyages, je reviens un instant au voyage. Moi, un des derniers voyages que j'ai fait aux États-Unis dans le cadre de mon job précédent, c'était avec un collègue, le COO. Et en fait, c'est Ouais, une semaine de huis clos pratiquement. On voit plein de gens, mais à tous ces moments, on est dans l'avion, parce que là, on passait de site à site, dans l'avion, dans les taxis, ouais, à l'hôtel, au petit déjeuner, etc. Et il y a un genre de ouais, conversation qui dure une semaine, en fait, comme ça. Il y a un truc qui continue. Je trouve ça tellement, tellement riche ouais, dans l'esprit de collaboration, certainement pour les RH, de passer du temps avec les leaders dans ce temps qui est plus long. C'est particulièrement ouais, tout à intéressant. fait. Ouais, ouais, Tout à fait, et de rencontrer aussi les gens. Donc, nous, au niveau Excom, c'est vrai que par quarter, on passe au minimum une semaine ensemble. ok. Donc, on va dans différentes régions. Donc, on visite les sites, on va au contact des collaborateurs et on passe du temps ensemble. Et c'est sûr qu'en l'espace d'une semaine, on apprend beaucoup, aussi bien professionnellement, bien sûr, mais d'un point de vue privé sur les collègues. Donc, ce sont des moments clés. Oui, oui, Oui. oui. Ce qu'on appelle des moments d'intimité, pas dans un sens commun du thème, mais des moments où on se rencontre de personne à personne et on peut être dans une relation différente de la relation qui est plus fonctionnelle, quoi, effectivement. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Euh, Ce parcours, est-ce que ça t'a amené à te forger des convictions qui aujourd'hui sont importantes pour toi? Donc, on comprend qu'il y a eu les valeurs dans lesquelles tu as été Oui. élevé au niveau familial, mais puis tu as ton propre parcours dans l'entreprise. Quelles sont tes convictions qui te sont utiles d'un point de vue professionnel? Alors pour moi, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Et j'aime bien le quote de Maya Angelou, si tu la connais, qui dit People will forget what you say, but they will never forget how you make them feel. Waouh! Et pour moi, c'est quelque chose de très inspirant parce que tu pourras partager quantité de choses, mais c'est surtout le sentiment que tu vas laisser aux collaborateurs, la façon dont ils vont se sentir qui va faire une réelle différence. Et donc, je vais te partager un petit storytelling. À nouveau, j'étais jeune manager dans cette société pharmaceutique dont j'ai parlé. Et donc, une décision stratégique devait être prise. Donc, j'avais travaillé sur tout le business case. Et puis, à un moment, le leadership de Londres vient pour discuter avec le leadership local. Et moi, j'étais là dans le meeting room, plus en tant qu'observatrice, parce que j'avais construit le business case, mais je n'étais pas là pour donner mon avis. Et il y avait un désalignement complet entre le groupe leadership et le local leadership. Et des accords, impossible de trouver une décision. Et à un moment, le groupe CEO arrête la conversation et se tourne vers moi et me demande Laurence, tu as construit ce business case. Quel est ton avis? Et si tu étais à ma place en tant que groupe CEO, quelle décision prendrais-tu? Ouf! Et je me vois encore à l'époque, je n'étais pas du tout préparée. Je devais avoir 27 ans. Je n'étais pas du tout préparée à ce qu'il me demande mon avis et certainement pas à me mettre à sa place. Et en fait, très stressée, je me suis dit, je réponds ce que moi j'aurais fait. Et je me souviendrai toujours, il y a eu un blanc. Et puis il s'est tourné vers l'ensemble du leadership et il a dit, ce sont les bonnes réponses et on prendra la décision recommandée par Laurence. Et Waouh! ça, pour moi, ça a été vraiment une histoire puissante et inspirante. Et je me suis dit, ça, c'est le genre de leader qui m'inspire et que je voudrais reproduire plus tard. Et c'est tout ce qui est la confiance, le trust, on en parle, mais l'empowerment aussi. Oui, c'est On énorme. parle beaucoup d'empowerment. Et moi, je vais même plus loin dans la réflexion et j'aime parler de la collective brilliance.
Oui. Et la collective brilliance, c'est pour moi utiliser les forces de chaque collaborateur, les différences d'opinion, les différences de culture, mais avant tout utiliser les forces de chacun pour construire ensemble, que ce soit des projets, des initiatives, pour solutionner des problèmes. Et en fait, un collaborateur qui se sent inspiré et qui peut travailler sur ses forces délivrera beaucoup plus finalement que si on focalise uniquement sur les aspects développement. Donc, on doit tous être self-aware, on doit tous travailler sur nos axes de développement, bien évidemment. Moi, je me remets toujours en question, je demande toujours du feedback, mais aller chercher, comprendre la force de chaque collaborateur et la mettre en contact avec la force d'autres collaborateurs, c'est puissant pour délivrer des projets, pour motiver, pour rendre des collaborateurs happy, pour voilà, délivrer ce que les équipes ont à délivrer. Donc, c'est toute cette notion de collective brilliance qui me drive. Chouette. C'est un thème qui t'a été inspiré comment, Collective Brilliance? Oh, comment mais on parle de collective intelligence. Oui, oui. Mais pour moi, l'intelligence la notion de brilliance va plus loin que l'intelligence. Ok, oui. Parce que l'intelligence pourrait un peu stigmatiser des personnes en fonction de leur capacité à réfléchir et autres, alors que la brilliance, ça fait vraiment référence aux forces de chacun. Et donc, ce n'est pas le plus intelligent, finalement. C'est un peu le principe de Pavlov. Hein. On dit toujours, ce n'est pas le plus fort qui ira plus loin, mais bon, c'est celui qui s'adaptera. Et c'est un petit peu ce principe-là. Si tu utilises les forces de chacun, ce sera beaucoup plus puissant que de se focaliser uniquement sur le niveau d'intelligence de chacun. Donc voilà, ça fait un peu référence à cette collective intelligence, mais pour moi, la notion de brilliance va plus loin que la notion intelligence, qui peut plus se cantonner finalement à peut-être la partie QI. J'aime bien cette nuance parce qu'aussi, il y a parfois une dérive possible de l'intelligence collective qui est de penser que ça consiste à demander l'avis de tout le monde sur tout. Oui. Et donc, à un certain moment, ça peut... pour moi, c'est une dérive parce que ça veut dire que potentiellement, on gomme les compétences. Or, ici, tu pars des forces. Donc, tu pars des forces de chacun. Donc, je trouve que c'est intéressant comme nuance que tu apportes. Oui. Donc, c'est une égalité dans les forces que chacun a, mais ça ne veut pas dire que c'est une égalité sur chaque compétence. Voilà, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis, l'un n'empêche pas l'autre. Utiliser les forces de chacun, finalement, c'est pouvoir collecter un ensemble d'idées, d'opinions, de solutions. Et après, bien évidemment, ce n'est pas que la notion du compromis, mais c'est à un moment, il y a toujours une notion de direction, d'alignement et d'avancée. Parce que si c'est un partage d'opinions uniquement, c'est difficile d'avancer dans une direction bien précise. Et c'est le rôle du leader, c'est d'être clair sur la direction à adopter, qu'est-ce qu'on veut atteindre, définir le framework dans lequel les collaborateurs peuvent échanger, apporter leurs idées, innover. Et c'est tout l'art de la collective brilliance et de l'empowerment. Mais à un moment, on décide et on va de l'avant. Oui, bien et sûr. le rôle du leader est clé. Ces approches n'empêchent pas qu'il faut mettre de leadership dans le système. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le leadership peut être distribué. Il ne doit pas être l'apanage d'une seule personne. Il peut se distribuer sur plusieurs personnes et à plusieurs niveaux de l'organisation. Oui, tout à fait. Moi, j'aime toujours bien faire référence à des motos. Et il y a Simon Sinek, que tu connais très certainement, Bien qui sûr. disait que le leadership is not about being in charge. It's about taking care of those who are in charge. Oui, c'est le servant leadership, ces notions-là. Oui, tout à fait. C'est une vision très moderne. Je voudrais revenir donc sur ces strengths. Est-ce que tu utilises des outils RH particuliers pour faire émerger les forces de l'entreprise, avoir une cartographie où tu laisses place à ce qui se passe naturellement?
Alors, au niveau des tools, il y a bien sûr tous les tools, la Pandora Box HR, je vais dire, que l'on connaît, hein, les Future Strategic Capabilities, les 9box, enfin tous ces tools que je ne vais pas citer. Pour moi, ce qui est un élément clé et sans doute de loin le plus important, ce sont les discussions, mais les deep conversations à avoir avec les collaborateurs. C'est prendre le temps de connaître son collaborateur, de connaître les équipes, de connaître leurs drivers, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les challenge, de comprendre bien sûr les points de développement et faire le meilleur match avec les projets, la stratégie et ses forces. Moi, j'ai vu des collaborateurs à un moment qui s'éteignaient, des collaborateurs enjoués, positifs, et qui s'éteignaient parce qu'on axait, ou le leader axait essentiellement sur la partie développement, pour mettre la personne dans un moule attendu de l'entreprise. Donc, chaque entreprise a sa culture, chaque entreprise a ses valeurs, les behaviors. C'est important effectivement que les collaborateurs y adhèrent. Mais à un moment, parfois, à vouloir trop focaliser sur le développement des collaborateurs, ils ne sont plus en lien avec eux-mêmes. Et parfois même, ils se perdent et ne savent plus qui ils sont, quelles sont leurs valeurs. Et donc, le fait de discuter, mais prendre vraiment le temps, d'avoir ces deep dive conversations, comprendre, mais finalement, le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce qui te drive et fin de ta journée, qu'est-ce qui fait que tu te dis « j'ai vraiment passé une journée inspirante ». Et c'est pouvoir identifier ses forces et être à l'écoute de ces projets dans l'organisation, de ces initiatives, de la stratégie qu'on doit déployer pour mettre le meilleur fit, en fait. C'est génial ce que tu dis et ça me fait penser à deux choses. Bon, je pense que beaucoup de gens qui suivent le podcast savent que je suis très inspiré par Vincent Lénart, qui est un grand coach français. Et Vincent a pas mal travaillé sur l'identité. Et notamment, il a une phrase qui dit, il a un modèle qui parle des colonnes vertébrales de l'identité, dans lequel il dit il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont essentielles. Ce qui est important, c'est notre métier, c'est notre rôle managérial, etc. Mais ce qui est essentiel, c'est plus au niveau de nos valeurs. Et donc, il faudrait essayer de ramener l'essentiel au sein de ce qui est important. Ouais. Et l'autre chose qu'il dit, c'est qu'il prend une métaphore de la langouste, qu'un certain nombre de gens qui professionnellement développent leur identité, non pas sous forme d'une colonne vertébrale, mais sous forme d'une carapace. Et que c'est très dangereux, parce que le jour où cette carapace n'est plus là, tombe, la personne est terriblement vulnérable, mais dans un sens qui n'est pas le sens qu'on cherche au niveau leadership de montrer sa vulnérabilité, mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas construit quelque chose au niveau de sa personnalité. Et effectivement, parfois, on voit des gens qui vont tout construire à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'apparence, chercher à se conformer au modèle de la société dans laquelle ils travaillent, etc. Mais donc ne se construisent pas suffisamment eux-mêmes sur base de leurs forces, parce que tes forces, elles t'appartiennent. Elles appartiennent à personne d'autre. Et donc je trouve ça une approche très responsabilisante, mais très respectueuse de reconnaître les forces de chacun, parce que c'est ça ta valeur de marché, finalement. Ce sont des forces que tu amènes. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a beaucoup de similitudes pour moi entre leadership et même en tant que parent avec tes enfants et tes adolescents. Et bon, on constate même des différences dans les systèmes éducatifs d'un pays à l'autre. Et je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là, ça n'a pas lieu d'être. Mais on voit des systèmes éducatifs qui sont davantage axés sur la valorisation de l'enfant. Et on voit la croissance de l'enfant beaucoup plus épanouissante finalement que dans des systèmes éducatifs qui sont plus sur l'élitisme, en fait. Et moi, je reste convaincue que si tu axes sur cette confiance que tu construis chez chacun, les enfants, les adolescents, les collaborateurs, si tu axes sur les forces, toujours avec cette notion de be self-aware, continue d'apprendre à te demander qu'est-ce que tu pourrais faire différemment pour être toujours le meilleur de toi-même, mais en tirant le parti de ces forces, finalement, c'est beaucoup plus powerful que de axer ou de moduler des personnes focus sur leur propre développement. Oui. Quand on facilite des talent reviews avec Q7 Leader, d'ailleurs, c'est toujours la première question qu'on pose quand on forme des facilitateurs.
on leur dit quand on parle de quelqu'un, il faut toujours poser la question, la première question au manager, quel que soit le profil, quel que soit ce qui suit, quelles sont les forces de cette personne. Il faut Oui, toujours commencer par ça, parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle les gens sont dans l'entreprise, sont là, oui, et même si par moment ça peut être plus difficile, même si par moment on peut remettre des choses en question, il y a quand même toujours des forces d'abord à identifier. Sinon, on a tendance oui, à ne voir que ce qui ne va pas, y compris dans le feedback qu'on donne aux gens, il faut toujours commencer par les forces, il faut toujours commencer par oui, dire qu'on est bien conscient de ce que la personne fait bien. C'est oui. super important. Et je pense que la plupart des leaders sont conscients, mais je fais aussi l'analogie avec tout ce qui est talent review, hein, et c'est pas à toi que je dois le dire. Bien souvent, on fait des talent reviews, des discussions avec les leaders, et très vite, les discussions vont se focaliser sur le développement. Qu'est-ce que cette personne finalement n'a pas bien fait ou aurait dû faire différemment? Et donc, très vite, et c'est humain, on a tendance à faire du pointing de ce qui devrait être amélioré finalement. Et le continuous improvement est clé, est important, mais c'est aussi voilà, toujours se focaliser sur les forces et mettre en place le meilleur fit finalement, J'ai une entre le fois eu ça besoin de l'organisation et les forces. quand je devais avoir le début de la trentaine, j'ai une fois une session comme ça de débrief d'un talent review en tant qu'employé finalement. Et j'ai l'impression qu'on me demandait tout de suite, mais je ne saurais jamais faire ça. Et on avait oublié de Oui, reconnaître mes forces, et donc j'étais très insécurisé parce que je dis, mais on me oui, demande d'être quelqu'un d'autre, c'est comme si je devais arrêter de faire tout ce que je fais et faire ça. On avait oui, simplement oublié de me dire, non, non, ça, tu le fais très bien. Alors, heureusement, il y a quelqu'un qui a rattrapé la sauce. C'était pas mon oui, manager direct, mais quelqu'un d'autre qui était dans la talent review avec qui je m'entendais bien, à qui je pense j'avais dit, oh là là, mais ça s'est mal passé. Mais non, pas du tout. Et puis il m'a dit, mais tu sais, on connaît telle et telle force chez toi. Ça avait complètement changé les choses chez moi. Ça m'avait rendu beaucoup plus disponible aussi oui, à remettre d'autres choses en question. Donc oui. super important, effectivement. Oui. Mais, et je refais le lien avec ta première question finalement, pour laquelle j'en doute que j'ai peut-être pas répondu complètement, mais par rapport ce début de quels ont été les moments Oui, clés oui, de ma carrière. Donc pour moi, le point de départ sont mes valeurs. Et comme je l'expliquais, si à 23 ans, quand je quitte l'UNIF, on me demande, mais tiens, où je me vois dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, jamais j'aurais dit que c'était ce type de rôle. Et donc, en fait, c'est la connexion avec mes valeurs et le côté passion, en fait. Euh, Être drivé pour moi, et c'est ce que j'inculque, enfin, j'essaye d'inculquer à mes enfants, c'est de ne pas être drivé par des aspects matériels ou des titres ou un type d'entreprise, mais soyez drivé par vos valeurs et par la passion. Soyez passionné par ce que vous faites. Et voilà. Et moi, ça a été voilà, mes drivers. Et quand à un moment, j'étais plus alignée avec mes valeurs, quand je ne sentais plus la passion, mais que j'étais dans une certaine routine où je me retrouvais plus. Et il y a toujours une part de routine dans chaque job, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est un moment être self-aware, prendre sa vie en main et se dire, voilà, rebondir sur autre chose. Et finalement, c'est cette connexion-là, valeur et passion, qui font que sans doute je suis arrivée où j'en suis, à nouveau oui. avec beaucoup d'humilité. Et donc, alors bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Il y a le fait aussi de rencontrer les bonnes personnes, il y a aussi le fait de performer, d'être qui tu es. Mais voilà, je refaisais juste le loop avec ta première question. Oui, 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 tout à fait. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'humilité. On parle de leadership authentique. Ce que tu expliques là, c'est ça en fait l'authenticité. Hein. Ouais. C'est cette capacité à reconnaître ses valeurs et ce qui nous passionne. Euh, J'avais un commentaire à faire sur ce que tu as dit. Il y a une idée qui m'a traversé l'esprit. Effectivement, il ne faut pas confondre les conséquences de quelque chose et l'objectif qu'on se donne. On ne peut pas se donner comme objectif de bénéficier des conséquences de quelque chose. Ouais. Si on se donne comme objectif les conséquences, il y a énormément de risques que finalement on ne prenne pas le bon chemin. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et ça paraît, je veux dire, obvious. Et je suis désolée, j'utilise peut-être parfois des termes anglais, mais On c'est les effectivement. comprend. Oui. Mais, mais c'est important de le souligner auprès des collaborateurs, même parfois avec nos leaders aussi. Oui. Et d'ailleurs, dans nos systèmes RH, moi, je suis toujours très attentif à ne pas effectivement focaliser les gens sur les conséquences. Et de ce point de vue-là,
on doit être très attentif quand on met en place des systèmes d'incentive, de ne Oui, pas avoir un système qui finalement pousse à toucher l'incentive. Le système oui, doit pousser à faire ce qu'il faut faire pour la société. Et la conséquence est que, alors on sera récompensé, mais si on prend le oui. shortcut en disant qu'est-ce que je dois faire pour maximiser mon gain, probablement que notre système RH, il est porteur de beaucoup de risques parce qu'on risque de focaliser les gens non pas sur ce qu'il y a à faire, mais sur ce qu'ils vont avoir s'ils l'ont fait. Et donc toutes Oui. les dérives sont possibles, toutes les mauvaises choses qu'on trouve finalement dans les entreprises deviennent possibles à ce moment-là. Mais pour moi, si on met en place du consequence management, et il en faut, mais la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a omis de faire? Parce que justement, souvent, le consequence management est mis en place pour pallier à une mauvaise direction, ou quelque chose qui n'est pas suivi. Et donc, bien souvent, et ça fait partie du change management, transformation, le point de départ, c'est le contexte. C'est expliquer le why, le pourquoi. Dans n'importe quel changement, dans n'importe quelle transformation professionnelle, mais même privée, c'est s'assurer que le pourquoi, le contexte est bien compris. Oui, Et ça, c'est le point de départ. Il y a ça, s'assurer du why, qu'il soit bien compris. Mais c'est aussi faire des sounding boards réguliers. Donc, au travers de focus group avec les équipes, des Let's Talk. Donc, comprendre pour savoir s'il y a lieu d'ajuster, de reclarifier le why ou si on peut avancer. Et, euh, et bien souvent, on voit qu'à un moment, on part dans un sens et on se dit ça va pas, c'est pas suivi, c'est pas implémenté, et donc on commence à mettre en place du consequence management, oui, oui, oui. qui est Qu'est-ce un que tu peu le entends toi par punishment. consequence? Qu'est-ce que tu entends toi par consequence management? Alors le consequence management, c'est un petit peu quelles sont les solutions mises en place pour pallier à l'inefficacité ça peut être d'un projet, d'une policy. Donc, c'est un exemple concret. Par exemple, tu veux mettre en place une nouvelle règle spécifique, une règle de suivi ça peut être suivi absentéisme, par exemple. On parle beaucoup de l'absentéisme ou du présentéisme. Et importance d'expliquer c'est quoi finalement la conséquence de l'absentéisme. Quelle est la conséquence pour le collaborateur, pour les collègues, pour l'organisation. Et souvent, par rapport à ça, les entreprises vont avoir tendance à mettre en place du consequence management pour pallier à cet absentéisme. Mais est-ce qu'on a pris le temps d'être à l'écoute de nos collaborateurs, de leur expliquer finalement le pourquoi, les impacts, les implications, surtout pour les autres collègues qui risquent d'être en souffrance? Et quand je parle de l'absentéisme, entendons-nous bien, hein, je sais que c'est un sujet très sensible, mais je peux peut-être parler des abus de certains absentéismes. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est un exemple concret au niveau du consequence management. Ah oui, c'est ça. Merci Laurence. Et en même temps, je pense qu'on doit être attentif en RH. Parfois, la solution devient le problème. Parfois, on met des choses en place qui créent un autre type de problème et en fait, on a un déplacement de symptômes sur autre chose. Ouais, Donc, je ouais, crois qu'on doit être capable d'aller chercher très loin les causes profondes de ce qu'on ouais, essaye de modifier dans l'organisation. ouais, tout à fait. Oui. J'aimerais qu'on parle un petit peu de culture. Euh, Ouais. Comment tu définirais la notion de culture d'entreprise? Alors pour moi, la culture, avant tout, on peut se poser la question, voilà, comment on mesure la culture? Mais pour moi, une culture, c'est ce que fait un collaborateur quand il n'est pas, quand on ne le regarde pas en fait. C'est comment travaille, vit un collaborateur, une personne, dans son day-to-day, quand on ne le regarde pas. Ok. C'est Ah, devenu inné, c'est devenu part de soi-même, c'est devenu intrinsèque en fait. ok. On parlait de consequence management. Parfois, les entreprises mettent en place du consequence management
parce que les collaborateurs ne suivent pas les valeurs ou la culture de l'entreprise. Donc, à nouveau, la question qu'on doit se poser, c'est un collaborateur qui ne démontre pas au quotidien, finalement, la culture, les valeurs d'une entreprise de façon intrinsèque et sans qu'on le regarde. La question, c'est qu'est-ce qu'on a omis en tant qu'entreprise, en tant que leader, qu'est-ce qu'on a omis en fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? C'est une approche très originale, je trouve, te dire qu'est-ce qui se passe quand on ne regarde pas. Le collaborateur, oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Comment tu décrirais la culture d'Aliaxis et est-ce que c'est quelque chose que tu gères activement, la culture? Alors, la culture d'Aliaxis, on a... En fait, notre culture, c'est we care, we dare, we deliver. Et donc, je vais l'expliquer. Oui. Mais il y a une très forte notion du caring. Donc, on care au niveau de tout ce qui est safety. Safety avant tout pour nos collaborateurs. Donc, il y a dès des années, on avait des taux d'accidents et d'incidents très élevés. Donc, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Notre objectif premier, c'est de s'assurer qu'un collaborateur, quand il rentre chez lui de façon safe. Donc, et ça, que ce soit au niveau du chemin du travail ou au niveau du lieu de travail. Donc, la notion de safety culture est clé au sein d'Aliaxis. Donc, c'est le care de nos collaborateurs, c'est le care aussi de nos clients, le care du safety, et c'est le care de prendre soin, de créer un environnement inclusif pour tout le monde, où chacun a sa place, donc à tout moment. Donc où chaque collaborateur peut être lui-même. Donc ça, c'est vraiment la notion we care. Alors quand on parle de la notion we dare, donc dans le daring, on encourage vraiment nos collaborateurs à oser innover, à oser partager des idées, à oser avoir des discussions challengeantes aussi, à oser challenger le statu quo, à oser aller connecter avec leurs collègues d'autres régions ou benchmarker à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le we dare. Et le dernier, we deliver, c'est toute cette notion de délivrer et d'exécuter tes commitments. Donc, on s'engage, chaque collaborateur s'engage dans son daily work, sur des projets, sur des initiatives, à délivrer de la performance, à délivrer les résultats financiers de l'entreprise, à délivrer du continuous improvement. Et donc, c'est vraiment deliver what you commit. Comment tu fais Donc vivre ça dans une société d'une telle taille, avec des Ouais. endroits tellement différents comme l'Inde, l'Amérique latine, les États-Unis? Comment on fait vivre cette culture? Alors, avant toute chose, pour moi, c'est la notion de role modeling. Et le role modeling, c'est à tout niveau. Alors, ça va commencer effectivement par le leadership qui va se décliner. Donc, s'assurer que les leaders, les managers, les first line leaders, committent à être role model par rapport à ces valeurs. Et c'est toujours encourager les discussions avec les collaborateurs. Donc, comme je l'expliquais, la partie safety, donc le caring de tous nos collaborateurs, donc le safety est clé. Donc, quand moi je fais des Gemba walk, donc quand je vais visiter les différents pays, les différentes régions, je veille toujours à rencontrer les collaborateurs aussi bien dans les bureaux que les collaborateurs sur les lignes de production. Et en termes de safety, c'est leur poser la question ouvertement, est-ce qu'ils se sentent en sécurité et qu'est-ce qu'ils feraient différemment en fait en termes de sécurité pour eux pouvoir être sereins et faire leur boulot de façon sereine, de quoi ils ont besoin. Et donc voilà, c'est cette notion de caring about safety. Et donc en fait, pour moi, comment on fait vivre les valeurs, c'est le role modeling et c'est aussi en posant des questions à nos collaborateurs. Donc il y a ça, je ne sais pas, la partie peut-être shop floor, avec les équipes. Donc on a une stratégie ressources humaines. Moi, je crois
fortement au servant leadership ou la pyramide inversée. Mhm. Et donc, c'est aussi poser les questions pour que les équipes puissent délivrer, parce que finalement, ce sont les équipes qui font un travail extraordinaire. Ce sont les équipes qui font la réelle différence. Et donc, c'est toujours leur poser la question finalement, mais de quoi de quoi avez-vous besoin? Comment je peux vous aider? Comment puis-je débloquer une situation? Et donc, c'est toute la notion de servant leadership, en fait. Se mettre au Et aider nos service collaborateurs. c'est ça? Oui, Oui. C'est le leader qui se met au service de son équipe pour voilà. qu'il puisse atteindre des objectifs. Oui. Il y a le leader donne la direction, et puis alors après, elle a vraiment en support aux équipes. Ah oui, Oui. oui, oui. Et est-ce que vous avez une académie de leadership ou comment vous assurez d'une consistance de leadership par rapport à ces valeurs? Alors, donc, on a un Leadership Competencies Framework. Donc, on a ces 4 compétences attendues de nos leaders, déclinées en sous-compétences. Donc, au total, on en a 8. Et on est d'ailleurs en train de revoir le modèle pour le simplifier et pour le mettre en place vraiment en support de la nouvelle stratégie d'Aliaxis. Donc voilà, on a ce framework des compétences clés que l'on attend de nos leaders, qui se décline au travers des aspects développement, qui se décline dans les projets, qui se décline dans l'ensemble des discussions que l'on peut avoir, dans les performance reviews, etc. Et puis alors, on a un nouveau programme que l'on est en train de lancer en fait en partnership avec une CleanSeat pour nos top 90 leaders, donc où ça va être une semaine avec nos leaders pour les engager autour de la stratégie au niveau des competencies framework, donc pardon, qui sont attendus pour eux être à leur best en fait dans leur rôle. Donc on a donc cet INSEAD programme donc qui va être un peu une première ici au mois d'avril. Et alors comme on est quand même un modèle assez décentralisé puisqu'on a des marques très locales, donc il y a une accountability aussi qui est clairement définie au niveau global mais au niveau local aussi dans chaque région. Et donc, ce qui laisse aussi de l'empowerment et de l'autonomie aux régions de développer, eux, des programmes de leadership en lien avec leur propre stratégie régionale. Et donc, il y a toute une série de programmes plus régionales qui s'adressent aux leaders, je vais dire first line leader, middle management, donc toujours en lien avec le Competencies Leadership Framework, mais davantage aussi en lien avec l'exécution de leur stratégie au niveau plus local. Et donc voilà, là il y a toute une série de programmes, il y a des best practice sharing qui se font, mais voilà, qui est vraiment tailor-made par rapport aux besoins régionaux. Ok, merci. Quand on parle de leadership, j'aimerais bien parler de ton propre leadership, notamment de savoir s'il y a des échecs ou des erreurs que tu as vécues et qui t'ont permis d'affiner finalement ton leadership. Oui, c'est une bonne question. Alors, des erreurs, très certainement, parce qu'on en commet tous. Peut-être ce que j'ai appris à faire différemment sur base d'un feedback qui m'avait été donné, c'est la vulnérabilité. Mhm. Ouais, c'est cette notion de vulnérabilité. J'ai un leadership, je pense, être protectionniste. C'est-à-dire, je définis, j'ai quand même des high standards, des high expectations, qui sont discutés avec les équipes, toujours alignés avec les équipes. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est smart? Est-ce que c'est atteignable? Et puis après, on s'est mis d'accord, on avance. S'il y a quelque chose, s'il y a un projet, une initiative ou bien il y a eu un problème, j'en prends la responsabilité. Donc, je vais prendre la responsabilité. C'est moi qui irai expliquer le pourquoi de cette décision, pourquoi on n'a pas eu les résultats obtenus. Donc, c'est moi qui irai défendre ça, expliquer le pourquoi au niveau de ma ligne hiérarchique.
Après, j'irai par contre en discuter avec le collaborateur et donner le feedback. Donc jusque-là, normal, je veux dire. Mais quand je parle d'un leadership protectionniste, ce que j'ai appris dans des situations très challengeantes, donc j'ai parlé de cette situation de faillite qu'il avait fallu gérer à l'époque. En fait, pour protéger les équipes, j'étais moi-même soumis à rude épreuve parce que, en tant que leader, tu es toi-même impacté par la faillite, donc tu dois gérer toute une faillite, une reprise aussi, en sachant que tu es impacté. Et j'ai toujours voulu protéger les équipes. Et donc, toutes les situations de tension difficiles, les discussions challengeantes que je pouvais avoir, moi, avec mes leaders, par exemple, je protégeais les équipes et je ne le partageais pas directement. Et en fait, la conséquence, c'est que un jour, dans un end-year, avec une de mes collaboratrices, je m'en souviens parfaitement comme si c'était aujourd'hui, toujours une notion de feedback both way. Donc, je lui donne le feedback et je lui demande de feedback. Et elle me dit, Laurence, en termes de feedback, le plus fort message que tu m'as appris, c'est dans cette situation challengeante, à un moment où en fait tu faisais obstacle de tout, tu prenais tout sur tes épaules, et moi je te percevais comme une espèce de super-héros qui gérait tout, et en fait indirectement tu nous mettais une pression, parce qu'on se disait, mais si Laurence est à même de pouvoir tout gérer sans se plaindre, sans à un moment ouvrir un peu les soupapes, on doit aussi le faire, et donc du coup je ne laissais pas d'espace finalement à cette vulnérabilité, à un moment à laisser chaque collaborateur la possibilité de se poser, de souffler et de se dire je suis fatigué là, je suis fatigué, j'ai besoin d'un peu souffler, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin juste de parler. Et donc moi, en voulant en fait les protéger, j'avais un peu, je refermais la porte à cet espace d'échange où chaque collaborateur à un moment doit pouvoir se poser et évacuer, et je leur mettais indirectement une pression une sorte de perfection en fait. Alors que mon but n'était pas du tout là. Mon but c'était justement à un moment, on a tous besoin d'échanger avec quelqu'un et de se dire là, ça va pas. Là, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de ventiler. Et puis après, on repart, mais voilà, je dois juste poser mes valises. Donc c'est un paradoxe en fait, en cherchant à protéger ton équipe, quelque part, tu montrais un standard tellement élevé que tu créais une attente implicite d'être à Voilà, la hauteur de la manière dont toi tu gérais. oui, tout à fait. Et donc, c'est là que j'ai vraiment appris la notion de vulnérabilité. Oui. Donc, voilà, Oui, oui, c'est oui. s'accepter. Et en fait, c'est surtout le partager. C'est pouvoir le partager et oser dire à ses collaborateurs. Mais même, je refais la notion avec le leadership et le rôle de parent. Ça m'a aussi appris, même avec mes enfants, de se dire, mais je suis pas une super maman, je suis pas une super compagne tout le temps. J'ai aussi parfois, je dois poser mes valises. Et là, je suis juste fatiguée, en fait. Je le partage. Comme ça, tout le monde permet de comprendre un peu où on en est, où est les états d'âme. Et puis après, on rebondit, en fait. Et c'est donc laisser l'espace aussi à ses collaborateurs, mais à ses leaders aussi, à ses leaders euh, et, euh, et à ses enfants aussi, son compagnon, de se dire parfois il faut juste des moments d'espace où on pose ses valises. Génial. J'aime beaucoup l'idée, enfin la comparaison que tu fais avec le rôle de parent. Alors, je pense qu'il y a une psychologue française qui a écrit un livre sur comment être un parent bon assez. Tu vois, il faut être Oui, bon assez. Il faut pas être oui, parfait. Et je pense que ça procède du même phénomène que ce que tu décris. Si on est parfait comme parent, on met en fait une pression énorme sur nos enfants et on leur oui, apprend pas l'imperfection. Je trouve que ça doit s'apprendre l'imperfection. Il faut apprendre. C'est humain d'être imparfait. Et donc, oui, oser le montrer, c'est bien. C'est ça. C'est effectivement ça la vulnérabilité. C'est oser se montrer dans son imperfection. Et c'est marrant oui, parce qu'il y a une loupe sur quelque chose. Tu as parlé tout à l'heure de la confiance, que c'est un socle pour toi et un socle dans les relations. Et tu connais peut-être le modèle de Lencioni, qui est le oui. modèle des Five 5 Behaviors of a Cohesive Team. Oui, Et Lencioni a une définition très spécifique de la confiance. oui, C'est la capacité à se montrer vulnérable en équipe. oui, On mesure
à quel point les gens sont capables de se montrer vulnérables, c'est-à-dire n'ont pas peur on en profite pour leur planter un couteau dans le dos ou quoi que ce soit d'autre. Et donc c'est ça pour lui la confiance, Ouais. c'est la vulnérabilité, c'est la capacité à se montrer vulnérable. Mais d'ailleurs, quand on parle de high performing team, le team journey, les 4 Oui, étapes du team journey, forming, norming, storming, performing. Donc, il y a clairement une similitude dans la partie performing team. C'est une équipe dans laquelle justement la confiance est là et est suffisante pour pouvoir montrer sa vulnérabilité, aller oser demander de l'aide aussi, du support. Et donc, c'est toute cette notion effectivement de vulnérabilité qui est importante et qui est un des critères d'une performing team, ouais. Et il en y a un plus de autre tout le reste. modèle, il y a un autre modèle que je trouve on connaît pas assez en RH et qui est vraiment très très bien, qui vient de William Schutz. William Schutz, c'est un des très grands psychologues américains. Il y a eu comme ça toute une flopée Oui, de grands psychologues américains, souvent d'ailleurs liés à des études qui ont été faites pour la US Army, hein, où on oui, demandait à des grands universitaires américains, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'une équipe est cohésive? Et là, ils avaient des budgets immenses parce que c'était en fait pour l'armée américaine. Et William Schutz a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a un bouquin dingue qui s'appelle L'élément humain de William Schutz. ouais. Je le recommande vraiment à tout le monde. Moi, c'était une révélation quand j'ai lu ça. Et c'est assez récent. J'ai peut-être lu ça il y a peut-être 3 ans. Et bon, il a toute une méthodologie qu'il appelle ICO, inclusion, contrôle, ouverture, pour favoriser une équipe performante. Mais il dit qu'on reconnaît une équipe performante au fait que c'est une équipe dans laquelle chacun accepte sa vulnérabilité et a renoncé à avoir raison à tout prix. Et je Ah trouve ça oui, franchement pas ouais, mal comme ouais, manière d'observer une équipe qui fonctionne. C'est pas une ouais, équipe où quelqu'un doit toujours avoir raison sur tout et se ouais, montre dans son imperfection. ouais, Et j'encourage vraiment les gens qui suivent ce podcast à s'intéresser à Will Schutz. C'est pas tout nouveau. ouais, C'est pas ouais. un truc qui date de l'année dernière, mais je trouve, très fondamental dans la gestion des équipes. Eh bien, je l'ai noté. Je ne le connaissais Ah, pas, mais chouette. je viens de le noter. Oui. Alors, dans tes voyages, etc., donc moi, régulièrement, quand on se parle, j'apprends que tu viens d'Amérique latine ou que tu pars en Inde ou quoi que ce soit. Enfin, quand on te suit un peu, on voit qu'il y a beaucoup de ça. Comment tu tiens dans la durée? C'est un rôle qui est fort demanding déjà par la nature même du rôle de CHRO, mais en plus, avec Ouais. cette dimension internationale, les voyages, quelque part, ça s'arrête jamais. C'est 24/7. Ouais. Comment tu tiens en termes simplement de santé mentale et physique? Alors, d'abord, merci pour ton caring de poser la question. Alors, avant toute chose, moi, la connexion avec les équipes, c'est quelque chose qui me drive. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, je trouve et je puise mon énergie en étant en contact avec les personnes. Et donc, mais tu donnes aussi beaucoup de toi-même. Donc, c'est vrai que quand je rentre, je suis assez HS. Alors, j'ai la chance d'avoir une petite famille merveilleuse. Donc, j'ai mon compagnon qui est là, qui me cuisine, qui travaille aussi, hein, qui a un poste à responsabilité, qui cuisine des super petits plats. Donc, et aussi ben, de 2 enfants, 24 et 22 ans, donc maintenant qui sont autonomes. Il y a beaucoup de bienveillance. Donc, ça, c'est beaucoup, ça, c'est important. Après, comment je me ressource? En fait, mais j'ai appris aussi à ça, à me ressourcer, être à l'écoute de soi-même, parce que les premiers voyages que je faisais, je me souviens, le premier voyage, je revenais de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, donc ça faisait 24 heures non, plus de 24 heures de voyage, plus le jet lag, et directement le lendemain au taquet, au travail. Et, euh, euh, et en fait, là, j'étais pas alignée avec moi-même. Donc, c'est être à l'écoute de soi-même et à un moment se dire, ben là, je pause, je prendrai le temps nécessaire aussi pour un petit peu me ressourcer, quelques heures, une matinée, enfin, peu importe, à définir. Et puis alors, donc, à côté de cette bienveillance familiale, moi, j'ai besoin de faire du sport. Donc, et, faire du sport et aussi lire. Donc, quand je voyage, j'ai toujours mes chaussures de run.
Donc, ça prend pas de place, un short, un legging, les chaussures de run, donc ça m'accompagne toujours. Et donc, dès que je peux, j'essaye d'aller un peu courir. Alors, parfois, avec les jet lag, ça s'organise très bien, hein. Quand on voyage vers l'ouest, on est réveillé très tôt, hein. Donc, à 5 heures du matin, on est réveillé. Donc, ça permet d'aller courir très tôt. Donc, mais voilà, c'est un peu comme ça que je me ressource. Être à l'écoute avec moi-même, faire du sport, passer du temps après avec la famille, pouvoir se poser et lire. Ça a l'avantage, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait de la course, mais ça m'est parfois arrivé d'avoir des périodes comme ça où j'aimais courir dans ma vie. Et Ouais, singulièrement, quand je voyageais, je me souviens comme ça d'avoir couru au petit matin, parce qu'effectivement, on est jet lag et donc on est debout très tôt dans les rues de San Francisco. Alors heureusement, ouais, j'avais évité les rues très pentues, parce que c'était au-delà de mes forces. Mais c'est vrai qu'en plus, mais- tu profites des endroits pour vivre des choses extraordinaires. J'ai couru comme ça dans ouais, Manhattan. Enfin voilà, ouais. on a comme ça des souvenirs. Finalement, on est là pour le boulot, mais ces petits moments là mais qui nous font découvrir une atmosphère, quoi. Oui, oui. Et après, il faut tenir compte aussi des aspects locaux. Donc, une autre petite histoire est un peu différente. Donc, il n'y a pas tellement longtemps, je vais en Amérique latine et donc, notamment en Colombie. Et donc, moi, tôt le matin, hop, les chaussures de run, il fait très beau et j'allais franchir la porte de l'hôtel pour aller courir. Et puis, on me rattrape et on me dit, mais vous allez où? Je dis, ben, je vais courir, un peu avec ma culture européenne. Et on me fait très vite comprendre qu'il ne faut pas aller courir seul, Mhm. tôt le matin ou tard le soir, dans les rues. Et donc, ça aussi, en fait, ce sont des points d'attention. Et donc, quand moi, j'ai des collaborateurs comme ça qui voyagent dans d'autres pays, c'est aussi leur relater des expériences. Donc, on en revient à la culture care safety. Donc, Oui. être prudent à sa propre safety, sa propre sécurité aussi quand on voyage, en fait. Est-ce que dans ta carrière, il y a déjà des moments où tu as frôlé la cata, point de vue santé, disant là, je suis trop loin, je vais pas tenir comme ça? Euh, alors, j'ai eu peut-être un moment quand ma fille avait 3-4 ans. Donc, j'avais un rôle de DRH à l'époque. Et c'était dans cet environnement de transformation, de restructuration, de fermeture de sites. Je m'occupais des sites en France et en Belgique. Et je travaillais voilà, des 11-12 heures par jour. Et je me souviens toujours ma fille de 3-4 ans qui me dit mais tiens, maman, pourquoi mes copines, elles passent les mercredis après-midi avec leur maman et moi, je ne te vois pas. Et je le partage avec beaucoup d'émotions. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'émotions parce que ça a été un wake-up call pour moi. Et ça a été le wake-up call en disant voilà, il ne faut pas passer à côté des moments clés de la vie. Et à l'époque, j'avais demandé un temps partiel. Donc, les mercredis après-midi, j'avais décidé de plus travailler. Ce qui en soi n'était pas spécialement un cadeau parce que tu continues à faire tes On mails, n'a à être pas réduit de contacté les 10% mercredis. ta charge de travail, bien entendu. Voilà. Mais au moins, j'étais là pour ma fille. Et à nouveau, ça a été un learning en termes de self-awareness. C'est vraiment, j'encourage justement ces jeunes parents, et il y en a quelques-uns. Donc, il ne faut pas se sentir coupable. Si à un moment dans la vie, il y a lieu de prendre des décisions pour justement être vraiment en lien en termes de work-life balance, il faut être à nouveau toujours en lien avec ses valeurs. Donc, et pas avoir de sentiment de culpabilité. Donc ça a été un moment clé. Un autre moment clé, je pense, je me connaître assez bien et je connais quand je commence tout doucement à être dans le rouge. Hein? Donc quand je commence à être dans le rouge je commence à avoir un peu des derailers, et c'est quelque chose que je partage ouvertement avec les équipes aussi. Et donc je leur dis, voilà, si vous voyez que je commence un peu à réagir Oui, qu'est-ce comme qu'on ça, observe? Qu'est-ce qu'on voit chez toi quand tu arrives comme ça proche du rouge? je vais être plus top-down, plus en mode directif. Et là, ça commence à être à tout doucement, le curseur commence à bouger. Donc voilà, je sais que ce sont des watch points chez moi, et donc voilà, les équipes le savent. Tout comme je leur demande toujours aussi eux, tiens, quel est vos potentiels derailers auxquels je dois être attentif pour savoir si à un moment vous commencez à être dans le rouge. Oui. By the way, on peut les identifier. Il y a des tests spécifiques pour identifier les derailers, pour
les gens qui veulent Ouais. apprendre à se connaître ou pour des gens qui on veut confier des fonctions de leadership, on peut identifier qu'est-ce Ouais. qui à un moment peut les amener, pas pour le savoir, mais pour éviter effectivement, pour qu'ils puissent décoder eux-mêmes les signaux précurseurs de ce Ouais. zone-là, quoi. Ouais, effectivement. Et si tu connais Insight ou le Oui, disque, comme on peut le l'appeler disque, aussi, oui. ben voilà. Donc on voit aussi là toutes les forces et à nouveau sans catégoriser ou stigmatiser les couleurs parce que c'est pas du tout une question de couleur, mais il y a aussi les derailers potentiels liés finalement à chaque personnalité, on va dire. Oui, c'est ça. Moi, je pensais aux assessment organes aussi qui permettent d'aller chercher ça. Ouais, Euh, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, quand on destine des gens à des fonctions importantes, ben, de les aider à comprendre les signaux qui mais vont montrer qu'ils ont besoin d'être, quoi. Ouais, ouais, tout certainement. à fait. Ouais, ouais, ouais. Mais ces outils aident toujours. Je reste persuadée que si tu te connais bien aussi, si tu es à l'écoute, si tu es self-aware, si tu te remets en question, je veux dire, c'est donné à tout le monde de connaître aussi ses potential derailers et être attentif en fait et à freiner avant de tomber complètement dans le rouge. Et donc, mais c'est aussi notre rôle en tant que leader d'être vigilant à nos collaborateurs. Alors justement, à quoi fais-tu attention quand tu regardes des personnes de ta société dans une optique de talent review, talent assessment? À quels aspects prêtes-tu attention? Oh, il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs aspects. Mais il y a certainement la performance, hein. On discute de la performance, on est avant tout dans une entreprise non philanthropique. Donc, il y a la partie résultat, donc. Il y a la partie aussi, ce que j'appelle le how. Donc, comment le collaborateur, le leader ou l'employé va atteindre ces résultats. Donc, est-ce que la personne va vivre nos valeurs? Est-ce que son comportement est en lien avec les valeurs d'Aliaxis? Donc, ça, c'est clé aussi pour moi. Oui, je veux dire, ce sont vraiment ces deux notions-là. Et puis, je refais le loop avec le potentiel et les forces du collaborateur. Donc, on parle beaucoup la notion de talent. Et oui, bien sûr, chaque entreprise se focalise sur les talents, sur les IPO. Je suis parfois nuancée à cette notion de talent. Parce que qui est-on pour identifier une personne qui a un talent? Et un talent d'aujourd'hui ne sera peut-être plus demain. Et donc, parce qu'il y a toujours une part d'objectivité dans les assessments. Et c'est pour ça que moi, je refais le loop avec les forces, parce que chaque collaborateur, chaque personne a un talent inné, a une force en soi, qu'il faut identifier et sur lequel il faut construire et le collaborateur doit construire. Alors, bien sûr, il ne faut pas être naïf non plus. On est dans une entreprise, il y a de la performance, il y a des plans de succession, on doit tenir compte des personnes qui ont du potentiel pour prendre un rôle futur. Donc, bien évidemment, mais je ne veux pas, et je n'aime pas cette notion stigmatiser uniquement un pôle de talent sur lequel on se focalise et oublier peut-être l'ensemble de la majorité des collaborateurs qui ne feraient pas partie de ce pôle d'IPO. Parce que chacun a une force sur laquelle il faut miser. C'est ça, donc pas le côté élitiste, mais un côté plus inclusif Oui, de la gestion des talents. Tu as dit 2 fois, il ne faut pas être naïf, et à un moment, tu as dit on n'est pas une société philanthropique par rapport à la performance. On peut un peu oui. creuser ça? Qu'est-ce que tu veux exprimer par là? Alors, je ne sais pas si tu as lu le livre de Julia de Finesse, La Oui, oui, vertu oui, oui, bien dangereuse. sûr. Oui, Hein. oui, bien On en sûr. parle beaucoup, Oui, oui, ça fait beaucoup polémique, oui, oui. beaucoup de sujets de discussion et en fait, elle soulève les bonnes questions. Oui. Donc, on adhère ou on n'adhère pas, mais c'est un réel débat en fait. Donc, il y a toute cette notion de caring, de prendre soin de nos collaborateurs, de bien-être au travail, de work-life balance. On sait les nouvelles générations Z qu'on a tendance à stigmatiser aussi en disant ils sont focus sur le purpose, le work-life balance, à la différence des générations X, des baby boomers.
Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? C'est un autre débat. Mais je refais le lien avec tout le débat autour de la vertu dangereuse de Julia de Finesse. C'est, oui, il y a cette notion de il faut prendre soin des collaborateurs, de bienveillance, mais à côté de ça aussi, on reste dans un environnement économique avec tous les changements géopolitiques dont il faut tenir compte aussi. Et donc, une entreprise doit répondre à ses shareholders et donc doit atteindre des résultats. Et donc, notre rôle aussi en tant que leader, en tant HR, c'est de s'assurer que l'entreprise puisse délivrer les résultats financiers de façon sustainable et répondre aux besoins des actionnaires. Donc, il y a cette notion, bien évidemment, les collaborateurs, le caring, la bienveillance, les programmes de développement, les notions de coaching, mais aussi, il ne faut pas être naïf, il y a toute cette notion aussi de performance d'une entreprise. Oui. Moi, je vois la performance finalement comme la capacité à réaliser ce pourquoi on a mis ce projet qu'on appelle une entreprise sur pied. Et donc finalement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un petit peu une notion comme si la performance était quelque chose de pas bien ou de douteux. Ben non, être performant, quand on fait du sport, on cherche à être performant parce qu'on s'est donné un objectif. Donc une entreprise aussi cherche à se donner un objectif. Alors il faut éviter, et ça c'est Olivier Amand qui le dit, j'aime bien sa manière de réfléchir, sauf la manière dont il décrit la performance, parce qu'il confond performance, enfin, oui, il fait de la performance l'égale de l'hyper-optimalisation. Hein. Et quand un système est hyper-optimalisé, il ne tient pas les chocs et donc il n'est pas robuste. Mais en tant que tel, moi je trouve que la performance, oui, c'est simplement la réalisation de la raison d'être finalement d'une entreprise. Une entreprise ne va jamais réaliser sa raison d'être, si elle n'est pas performante. Elle va se disperser, elle va se perdre. Et donc la performance, c'est bien, c'est important, c'est noble la performance. Bien sûr. Et Julia de Funès, alors j'ai beaucoup aimé son livre. J'ai été à une de ses conférences aussi au mois de décembre. Elle était venue en Belgique, invitée par Hashtag. C'était très chouette. Alors d'abord, c'est une très bonne oratrice. Bon, c'est une philosophe quand même, donc heureusement. Et le rôle des philosophes, c'est de questionner et c'est de déranger. Et donc quand on dit qu'elle crée des polémiques, j'ai envie de dire, encore heureux, parce qu'à quoi servirait un philosophe qui ne soulève pas des polémiques? Et je trouve que, alors sur les réseaux, c'est vrai que parfois elle peut sembler très conservatrice ou très à remettre en question toute une série de tendances, mais en fait, dans ses écrits, c'est quelqu'un de terriblement nuancé. Et donc, je trouve que dans son livre sur la vertu dangereuse, elle explique les choses avec beaucoup de nuances. Et ce qu'elle cherche à combattre, ce sont les abus, ce sont les excès, mais pas fondamentalement les pratiques qui sont souvent les nôtres. Et je trouve qu'elle nous interroge sur base des excès. Oui, tout à fait. Et elle soulève les bonnes questions et des questions dérangeantes aussi. Ben oui, et c'est ça que moi j'aime. C'est son rôle et c'est ça que moi j'aime bien. Et d'ailleurs, quand tu en discutes avec d'autres collègues et HR, tu sens vraiment l'animation autour de la discussion. Donc, et c'est toute la richesse en fait finalement, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de fausse vérité en fait, mais c'est toute la richesse de ces échanges. Mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais. Moi, j'aime bien aussi un petit peu l'équation de Laurence Vanney qui parle de performance et qui dit en fait donc la responsabilité plus l'autonomie est égale à la performance plus le bonheur. Et donc, c'est aussi cette notion d'empowerment, mais tout est dit. Il y a la partie effectivement où on empower, on donne les clear accountability, et avec beaucoup d'autonomie pour les collaborateurs, tant que le cadre est défini aussi, la direction, la vision, et donc qui va aboutir sur des collaborateurs qui sont contents de venir travailler, et dès lors qui seront d'autant plus engagés et d'autant plus performants. Oui, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup du bonheur au travail. Moi, c'est pas spécialement une tendance que j'ai suivie parce que je trouve que le bonheur, c'est quelque chose de tellement personnel et de tellement dur à définir. On ne peut pas promettre le bonheur à quelqu'un. Et donc, je me suis laissé dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un glissement sémantique? Finalement, il faut comprendre que l'individu, il a des besoins. Et que si certains de ces besoins peuvent être remplis à travers une relation de travail épanouissante, ça c'est pas mal, mais j'irai jamais appeler ça le bonheur, personnellement. Je trouve que c'est quelque chose de trop personnel et difficilement définissable. Je préfère dire, tiens, comment est-ce que l'entreprise peut prendre en compte les besoins des personnes
et leur offrir un travail épanouissant. Je trouve ça plus ajusté que de parler de bonheur, personnellement. Et tu as raison, le bonheur, c'est très personnel. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de l'alignement avec tes valeurs, en fait. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Et Une qui cohérence sont très interne. personnelles. Qui Oui. sont très personnelles aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Laurence, tu as dit que tu aimes bien lire. Tu as des bouquins à recommander? Tu as un livre que tu as lu récemment que tu as envie de recommander? Alors oui, effectivement, j'aime bien lire. Alors, un livre que je peux conseiller, beaucoup d'entreprises sont dans un contexte de transformation, de changement, lié à tout ce qui est géopolitique et autres. Un livre qui se lit très facilement, c'est le livre de John Kotter, qui est My Iceberg is Melting. Oui. Et donc, en fait, c'est toute l'histoire de comment aborder le changement au travers d'une famille, alors assieds-toi, de pingouins qui fait face à la fonte d'iceberg sur lequel ils se trouvent. Donc ça se lit très facilement, c'est très simple, mais c'est plein de vérités. Et ça ouvre vraiment les yeux sur finalement les réactions que différents collaborateurs, leaders peuvent avoir dans une organisation face à un changement. Tu as les drivers, tu as les attentistes, tu as les réfractaires. Et donc, voilà, c'est toute cette notion de changement. Un autre livre que j'aime beaucoup, c'est le Dare to Unlead de Céline Schillinger. Et on parle beaucoup, tu vois, du leadership. Et en fait, un peu comme Julia de Finesse, elle suscite des questions, des interrogations sur oser en fait to unlead. Donc unlead, si je le traduirais en français, donc il y a un peu le contraire de leader en fait une organisation. Donc voilà, ça ce sont un bouquin qui est easy reading, l'autre bouquin qui est plutôt sur cette réflexion en tant que leader finalement, les aspects, les derailers à éviter aussi. C'est chouette, ça parle de toi. Si tu recommandes des bouquins, souvent ça parle de choses qui t'ont touché, et donc d'oser remettre en question et d'oser explorer des zones qui sont un peu plus risquées, quoi. Dare to Unlead, ça donne envie d'aller lire le bouquin pour voir ce qui t'a plu dedans, comme remise en question. On va tout doucement approcher de la fin de ce podcast. Ça pourrait continuer longtemps, mais à un moment, il faut qu'on tienne les timings qu'on s'est donnés. Est-ce qu'il y a une idée que tu voudrais partager, un message que tu as envie de partager avec les personnes qui suivent le podcast? Une idée spécifique, pour moi, c'est cette notion de l'alignement, comme je le disais, avec les valeurs, de se remettre toujours en question, qu'est-ce que je pourrais faire différemment, mais aussi me connaître quelles sont mes forces que je peux mettre à contribution. Et j'aime beaucoup ce que Gandhi disait, c'était vis comme si tu allais mourir demain et apprends comme si tu allais vivre toujours. Et donc, c'est toute cette notion de se dire, on vit au jour le jour, comme si demain allait s'arrêter, mais c'est surtout, continue toujours à apprendre. Oui. Apprendre, sois curieux, pose des questions, tourne-toi vers les autres, donne de ton temps aussi vers les autres, servant leadership. Donc, comme si tu allais vivre toujours, en fait. Ah, c'est beau. Et Gandhi qui a aussi dit, sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Il faut incarner Tout à fait. soi-même ce qu'on voudrait voir. Alors, question finale, Laurence, si tu avais la possibilité de rencontrer la Laurence à la sortie des études, au début de sa carrière, qu'est-ce que tu lui donnerais comme bon conseil? Qu'est-ce que je lui donnerais comme bon conseil? Je lui dirais comme je l'ai été, je veux dire, reste aligné avec tes valeurs et sois toi-même. Donne le meilleur de toi-même, mais sois toi-même et n'essaye pas de te calquer sur une autre personne. C'est vraiment ça. Sois toi-même, donne le meilleur de toi-même et sois en lien avec tes valeurs. Donne le meilleur de toi-même. Très chouette. Merci Laurence. Je pense que c'est ce que tu as fait dans ce podcast, tout en restant toi-même, bien entendu. Merci beaucoup.
J'espère. Merci à toi Frédéric en tout cas pour l'échange, la discussion et au plaisir de te voir. Merci beaucoup. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.